Bonjour à tous. Accompagner quelqu'un vers l'emploi aujourd'hui, c'est loin d'être simple, hein. Ah oui, c'est clair. Chaque personne arrive avec son histoire, ses compétences, mais aussi ses doutes, ses contraintes. Il n'y a pas vraiment de solution miracle universelle. Non, absolument pas. Et c'est précisément là tout le défi quotidien du conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ces professionnels, ils jonglent avec leurs méthodes pour s'adapter au mieux. Oui, s'adapter aux besoins spécifiques de chacun, c'est un véritable exercice d'équilibriste, comme vous dites. Et pour nous guider, on a une source. Exactement. On va s'appuyer sur les enseignements d'un document de formation assez parlant, je trouve, qui s'intitule « Comment le CIP adapte-t-il sa méthode aux différents profils de bénéficiaires ?» C'est une ressource de 2025 de formation par LRD-CIP, le repère des CIP. D'accord. Donc l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre en profondeur ces stratégies d'adaptation. Voilà. Comprendre ce qui fait la clé d'une insertion réussie et surtout qui tient dans la durée. On va voir à quel point la souplesse, l'écoute, c'est vraiment au cœur de ce métier. Et cette souplesse, elle doit s'appliquer dès le tout premier contact, en fait. On ne peut pas construire un parcours pertinent si on ne sait pas d'où on part. C'est le point de départ essentiel, ce fameux diagnostic approfondi dont parle la source. Un peu comme un médecin qui ausculte avant de prescrire, quoi. Mhm. Si on n'a pas cette compréhension fine de la situation de départ, on risque de passer complètement à côté. Ok, alors, décortiquons ça. Alors, c'est bien plus qu'un simple inventaire de compétences ou de diplômes, hein. Ah oui, ça va plus loin que ça. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est la nécessité de vraiment plonger dans la complexité de l'individu. Comprendre les motivations profondes. Voilà, il faut chercher à comprendre ce qui le motive vraiment, ses aspirations, mais aussi, et c'est crucial, identifier très lucidement tous les obstacles potentiels, Les freins, oui. tous les freins. Et ils sont multiples, hein. Parfois psychologiques, un manque de confiance tenace par exemple, D'accord. parfois très concrets, des soucis de logement, de garde d'enfants, des difficultés de déplacement. En fait, il faut adopter une vision à 360 degrés. Et nos sources donnent l'exemple de Paul, un jeune qui sort juste de ses études. Il a la théorie, mais le terrain, pas encore. C'est assez classique, non? Oui, c'est un cas de figure fréquent. Pour un profil comme Paul, l'approche va être très ciblée. D'abord, il faut l'aider à valoriser ce qu'il a déjà. Son diplôme, ses études. Exactement. Son parcours académique, les compétences transversales qu'il a pu acquérir, ses projets. Ensuite, on passe au concret, hein. Des ateliers pour ciseler son CV, le rendre percutant. Ok. Des simulations d'entretien aussi, pour qu'il gagne en aisance, qu'il sache se présenter efficacement. Mhm. Mais l'élément clé, je pense, c'est de l'encourager activement à multiplier les expériences, même courtes. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Des stages, des missions ponctuelles, pourquoi pas du bénévolat. C'est ça qui va lui permettre de combler ce déficit d'expérience pratique et de rendre son profil plus attractif pour les recruteurs. D'accord. Donc, une fois qu'on a cette image claire du point de départ, il faut définir la destination. Et là aussi, j'imagine, on évite les parcours tout faits. C'est le sur-mesure, c'est ça l'idée. Absolument. La personnalisation des objectifs, c'est crucial. Et c'est un équilibre délicat à trouver d'ailleurs. Comment ça? Les objectifs doivent bien sûr correspondre aux ambitions de la personne, c'est la base. Mais ils doivent aussi être réalistes. Réaliste et tenir compte des contraintes, j'imagine. Exactement. Contraintes personnelles, familiales, géographiques. Si on fixe des objectifs trop élevés ou complètement déconnectés de la réalité, ça peut être totalement contre-productif. Ça décourage. Il faut donc ancrer le projet dans le réel. Le document parle aussi de l'importance des étapes intermédiaires, des objectifs à plus court terme. Oui, et ça c'est fondamental pour maintenir la dynamique, la motivation. Un grand objectif final, ça peut parfois sembler une montagne insurmontable. Mhm. Le fait de le découper en étapes plus petites, en objectifs à court terme qui sont atteignables, ça permet de rythmer le parcours. Et de voir qu'on avance. Voilà. De célébrer les petites réussites intermédiaires, même modestes. Et ça nourrit la motivation. Chaque petite victoire renforce la confiance et montre que oui, le chemin avance. C'est une bonne image. Un objectif bien défini, découpé en étapes claires, c'est un peu comme avoir une carte et une boussole pour une randonnée. On sait où on va et comment y aller, quoi. Cette idée d'avancer pas à pas, ça me fait penser à l'autre exemple, celui de Sophie, cette mère au foyer qui veut retourner à l'emploi après une longue pause. Pour elle, j'imagine, on ne vise pas directement le CDI à temps plein dès le début. Probablement pas, non. Pour Sophie, l'approche qui est décrite est très progressive. Le CACP va construire avec elle un plan d'action par étapes. D'accord. Ça pourrait commencer par exemple par une remise à niveau.
Des formations courtes, peut-être dans un domaine où elle a déjà des affinités ou des compétences anciennes à réactiver. Ok, logique. Ensuite, l'objectif pourrait être un emploi à temps partiel. Ça lui permettrait de concilier plus facilement vie pro et vie perso, surtout au début. Et le rôle du CIP là-dedans? Eh bien, son rôle sera de chercher activement des opportunités, que ce soit des formations, des stages, des emplois, qui soient compatibles avec ses disponibilités, ses contraintes, pour que ce retour à l'emploi se fasse en douceur, sans précipitation ni stress utile. On voit bien que le travail du CIP, ça va bien au-delà de juste mettre en relation une offre et une demande d'emploi. Ah oui, largement. Il y a une dimension humaine, d'accompagnement psychologique qui semble vraiment centrale. Parfois, les plus gros obstacles, c'est pas les compétences qui manquent, mais plutôt les barrières qu'on se met soi-même. C'est un point absolument essentiel, et vous avez raison, souvent sous-estimé. Le CIP agit très souvent comme un véritable coach. Un coach. Oui. Il faut imaginer que beaucoup de personnes suivies sortent de périodes difficiles. Un licenciement, une longue période de chômage, des échecs répétés dans leurs recherches, tout ça, ça mine considérablement l'estime de soi. Bien sûr. Or, la confiance en soi, c'est le carburant indispensable pour oser postuler, pour être convaincant en entretien, pour se projeter positivement. Sans cette confiance, même la personne la plus compétente peut rester complètement bloquée. Et comment le CIP intervient concrètement sur ce plan-là alors? Il utilise des techniques qui viennent du coaching pour aider la personne à se remobiliser. Se remobiliser. Oui, la remobilisation, c'est tout l'art d'aider quelqu'un à retrouver l'énergie, la motivation et la confiance nécessaires pour se remettre en action dans sa recherche d'emploi. D'accord. Ça peut passer par des exercices spécifiques pour identifier ses forces, ses réussites passées, même celles qui semblent mineures, pour l'aider à changer le regard sur elle. L'exemple d'Ahmed, qui avait perdu confiance après plusieurs échecs, il est typique de ça. Oui, comment le CIP aide Ahmed à surmonter ça? Pour Ahmed, le travail va être vraiment axé sur la reconstruction de cette confiance. Ça peut inclure des exercices de développement personnel ciblés, mais aussi des mises en situation très concrètes. Comme des simulations d'entretien? Exactement, des simulations d'entretien. L'idée, c'est de les répéter dans un cadre sécurisant, bienveillant, pour dédramatiser l'exercice. Pour qu'il s'entraîne. Voilà. Qu'il puisse s'entraîner, recevoir un feedback constructif et renforcer petit à petit sa capacité à parler de lui positivement, à valoriser son parcours malgré les difficultés. C'est un travail de fond pour l'aider à reprendre pied et à croire de nouveau en ses capacités. C'est fou comme la confiance peut être un moteur ou un frein énorme. Exactement. Et cette confiance, elle se nourrit aussi des succès, même petits, ce qui m'amène à penser à la manière d'apprendre. Tout le monde ne fonctionne pas pareil face à un apprentissage, c'est évident. Le CIP doit aussi s'adapter à ça, j'imagine. Tout à fait. Cette flexibilité, elle doit s'étendre aussi aux méthodes pédagogiques. Imposer une approche unique, souvent très théorique, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Non, c'est sûr. Certains apprennent mieux en lisant, d'autres ont besoin de visualiser, d'autres encore doivent absolument faire pour comprendre et intégrer. Le CIP doit donc être capable de jongler avec différentes approches. Concrètement, ça veut dire quoi? Proposer des formations différentes? Ça veut dire privilégier, quand c'est pertinent pour la personne, des formats plus pratiques, plus interactifs. Des ateliers où on manipule, où on expérimente. Des mises en situation, oui, des mises en situation professionnelles, des jeux de rôle. Et puis les outils numériques offrent aussi de nouvelles possibilités intéressantes, des modules interactifs, des serious games, des tutoriels vidéo. L'idée, c'est de rendre l'apprentissage plus engageant, moins intimidant et surtout plus efficace, en s'adaptant au style d'apprentissage de chacun. Le document de formation cite le cas de Léa, qui a des difficultés avec les apprentissages plus traditionnels. Oui, pour Léa, j'imagine qu'une formation classique, très théorique, ce serait sans doute un échec assuré. Exactement. Pour elle, le CIP va chercher des alternatives très concrètes, des formations où la pratique a une place centrale, des ateliers où elle est active, où elle peut tester, se tromper, recommencer. D'accord. L'utilisation de supports visuels, d'outils numériques, peut-être plus ludiques, ou même de méthodes basées sur le jeu, ça peut complètement changer la donne pour elle. Ça lui permettrait d'acquérir les compétences nécessaires d'une manière qui lui convient mieux, en contournant ses difficultés avec l'abstraction ou la théorie pure. Donc, on a la personne, ses objectifs, son état d'esprit, sa façon d'apprendre. Ok. Mais une fois qu'elle est prête, ou en tout cas en voie de l'être, il faut bien la connecter au monde du travail. Et là, le réseau du CIP, ça prend tout son sens, non? Ah oui, là il devient même un levier essentiel. Le CIP n'est pas un acteur isolé, il évolue au sein d'un écosystème. C'est-à-dire? Il tisse, il cultive et il mobilise
tout un réseau de contacts professionnels, des entreprises qui recrutent, d'autres organismes d'accompagnement, des centres de formation, des associations professionnelles. Activer ce réseau au bon moment pour la bonne personne, c'est une part vraiment stratégique de sa mission. Mettre en relation directe, c'est ça l'idée. Oui, par exemple. Faciliter une rencontre entre un bénéficiaire et un recruteur potentiel dont on connaît les besoins. Ah oui. Organiser une visite d'entreprise. Suggérer un contact pour avoir un conseil sur un métier. Orienter vers un mentor. Ce sont des actions qui peuvent considérablement accélérer une insertion ou ouvrir des portes qui sinon seraient restées fermées. Et c'est là que la connaissance du terrain par le CIP est importante. Elle est précieuse. D'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Comment le CIP s'assure-t-il de proposer la bonne connexion, le contact le plus pertinent pour chaque profil unique qui l'accompagne? C'est un vrai travail de mise en correspondance fine, ça. Et pour un profil très spécifique, comme Marc, qui est passionné par la tech, comment le CIP utilise ce réseau? Alors, pour Marc, l'activation du réseau sera très ciblée tech, évidemment. Le CIP pourrait, par exemple, mobiliser ses contacts dans des entreprises technologiques locales pour organiser des immersions métiers ou des entretiens d'information. Pour qu'il voit concrètement. Exactement. Et il va aussi fortement encourager Marc à développer son propre réseau. Comment? En participant à des meet-up, des conférences, des salons dédiés à la technologie dans sa région. Le CIP pourrait aussi lui suggérer des plateformes en ligne spécialisées ou des groupes professionnels sur LinkedIn pour qu'il gagne en visibilité et qu'il identifie lui-même des opportunités ou des contacts clés. Tout ce processus a l'air très engageant, mais j'imagine que ce n'est pas linéaire. On établit un plan, mais il faut sans doute l'ajuster en cours de route. Trouver une piste pour Marc, c'est bien, mais si ça ne débouche sur rien, on fait quoi? C'est exactement ça. L'accompagnement, ce n'est pas un long fleuve tranquille avec un plan défini une fois pour toutes et qui ne bouge plus. Non, c'est un processus dynamique, itératif. Itératif. Oui, ça veut dire qu'on avance, on évalue, on ajuste, on réévalue. Le suivi régulier, c'est la clé de voûte de cette dynamique. Ces points réguliers permettent de mesurer les avancées par rapport aux objectifs qu'on a fixés, mais surtout, ils sont essentiels pour détecter au plus tôt les difficultés imprévues. Les blocages qui peuvent survenir. Voilà, les blocages, les obstacles, comme une sorte de radar permanent, si vous voulez. Une formation qui s'avère finalement inadaptée, un stage où le courant ne passe pas bien, une baisse de morale soudaine, une nouvelle contrainte personnelle qui apparaît. Il faut être attentif. Le CIP doit être extrêmement attentif à ces signaux, qui sont parfois faibles au début. Et cette vigilance lui permet de réagir rapidement, de discuter avec la personne, d'analyser la situation et de proposer des ajustements au plan d'action initial. On change de stratégie si besoin. Peut-être faut-il changer de stratégie, chercher une autre formation, renforcer le soutien sur un point précis. C'est cette capacité à rectifier le tir en permanence qui assure la pertinence de l'accompagnement sur la durée. Le cas d'Émilie en stage, qui est mentionné dans nos sources, illustre bien ça. Le CIP ne la lâche pas une fois le stage trouvé. Non, bien au contraire. Le suivi pendant le stage est crucial. Typiquement, après quelques semaines, le CIP va organiser un point avec Émilie. Juste avec elle. Souvent avec elle et aussi avec son tuteur en entreprise. L'objectif est triple. Évaluer comment se déroule le stage, les missions, l'ambiance, les apprentissages. Ok. Vérifier si Émilie se sent bien et progresse. Et puis, identifier d'éventuels problèmes. Et si problème il y a, Si des difficultés apparaissent, par exemple, si les tâches confiées ne correspondent pas à ce qui était prévu, si Émilie rencontre des difficultés techniques ou relationnelles, alors le CIP va jouer un rôle de médiateur et de facilitateur pour trouver des solutions. ça peut aller loin. Ça peut aller d'un simple ajustement des missions à un accompagnement plus spécifique pour Émilie ou une discussion plus approfondie avec l'entreprise. D'accord. Et tout cela, cet accompagnement vraiment individualisé, ce suivi, ça doit aussi tenir compte de l'environnement global de la personne. On ne cherche pas un emploi dans l'absolu, mais dans un territoire donné, avec ses spécificités. Ah, mais c'est un facteur déterminant. Le CIP ne peut absolument pas ignorer le contexte socio-économique dans lequel la personne évolue. Le lieu de vie, quoi. Voilà. Est-ce que c'est une zone urbaine dense, avec beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de concurrence? Ou une zone rurale plus isolée, avec moins d'offres, mais peut-être d'autres types de besoins? Les transports aussi. Quels sont les moyens de transport réellement accessibles? Quel est l'état du marché du travail local? Quel secteur embauche?
Proposer des pistes d'emploi irréalistes parce que trop éloignées ou dans un secteur sinistré localement, ce serait une perte de temps et d'énergie monumentale. Le cas de Thomas, qui vit dans une zone un peu défavorisée avec peu de transport, en est une bonne illustration. Oui, pour Thomas, le CIP doit faire preuve de pragmatisme et avoir une excellente connaissance du terrain. La priorité sera de rechercher activement des opportunités d'emploi qui soient géographiquement accessibles. Même si c'est moins glamour. Ça implique peut-être de regarder des secteurs moins glamour, comme vous dites, mais qui recrutent localement. Et en parallèle, le CIAP va explorer toutes les aides à la mobilité qui existent. Comme quoi, ouais. Le financement du permis, une aide à l'achat d'un véhicule, les systèmes de covoiturage subventionnés, le microcrédit social. Il peut aussi solliciter son réseau pour identifier spécifiquement des entreprises implantées à proximité et qui sont sensibles à l'emploi local ou qui proposent peut-être des solutions de transport pour leurs salariés. L'ancrage territorial est fondamental. Oui, l'ancrage territorial de l'action est absolument fondamental. Si on essaye de prendre un peu de hauteur après avoir exploré toutes ces facettes, qu'est-ce qui ressort principalement de ces extraits de formation? Pour moi, l'idée force, c'est que l'adaptabilité, c'est pas juste une compétence parmi d'autres pour le CIP, c'est vraiment l'essence même de son métier. Je partage tout à fait cette lecture. Cette capacité à sculpter l'accompagnement en permanence. Sculpter, j'aime bien l'image. Oui, en partant d'un diagnostic précis et empathique, en définissant des objectifs sur mesure et réalistes, en offrant un soutien psychologique quand c'est nécessaire, en variant les approches pédagogiques, en mobilisant le bon réseau au bon moment, en assurant un suivi vigilant et réactif et en intégrant toujours le contexte de vie. C'est tout cet ensemble? C'est cet ensemble cohérent qui maximise les chances d'une insertion professionnelle réussie. Et j'insiste sur le mot « réussi » au sens de durable. Ah oui, c'est important. Le but, ce n'est pas de placer quelqu'un à tout prix dans le premier emploi venu, mais de l'aider à trouver une place qui lui corresponde vraiment, où il pourra s'épanouir et se maintenir dans l'emploi sur le long terme. Ok. Donc on a vu l'importance cruciale du diagnostic initial, la finesse requise pour fixer des objectifs personnalisés, le rôle parfois invisible mais essentiel du soutien psychologique, la nécessité d'une pédagogie flexible, la puissance d'un réseau bien activé, le caractère indispensable du suivi régulier et enfin, la prise en compte incontournable du contexte socio-économique. C'est une alchimie complexe en fait que le CIP doit maîtriser. Une alchimie passionnante mais très exigeante, oui. Et cette exigence de personnalisation constante, cette adaptation fine à chaque individu, eh bien, ça soulève une réflexion prospective intéressante qui va un peu au-delà de nos sources du jour. Ah ? Face à cette nécessité d'adapter constamment les stratégies, on peut se demander quel rôle les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, pourraient jouer demain. L'IA dans l'insertion pro? Intéressant. Est-ce qu'elle pourrait aider les conseillers à analyser plus rapidement les besoins, à identifier plus facilement les ressources pertinentes, à personnaliser à plus grande échelle les parcours, tout ça sans pour autant déshumaniser l'accompagnement? C'est une vraie question, une piste à explorer pour l'avenir de ce métier si essentiel.